Ma femme se préparait dans la salle de bain, quand son téléphone a vibré sur le lit. Je sens encore ton parfum. La nuit dernière était incroyable. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai répondu, viens maintenant. Je suis seul. 5 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, je l'ai instantanément regretté. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Le téléphone portable de ma femme a vibré sur le lit, à 9h14, un samedi matin. Je me tenais près de la fenêtre, une tasse de café à la main, et elle était dans la salle de bain, en train de se préparer, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. L'écran s'est allumé, et mes yeux se sont posés involontairement sur le message. Je sens encore ton parfum. La nuit dernière était une nuit incroyable. Je l'ai lu une fois, et je n'ai pas compris. Je l'ai lu 2 fois, et mes mains sont devenues froides. Je l'ai lu 3 fois, et le café a perdu son goût. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé en moi, à cet instant précis. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux, comme lorsqu'une maison entière perd soudainement l'électricité, et que vous restez planté dans le noir, attendant que vos yeux s'habituent. Je pouvais entendre l'eau du lavabo couler, derrière la porte de la salle de bain. Je pouvais entendre ma femme fredonner, et j'étais là, avec son téléphone allumé sur notre lit, ce lit que nous avions acheté ensemble, il y a 16 ans. Et puis, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais pensé faire, une chose que j'allais regretter 5 minutes plus tard, quand ma sonnette retentirait. J'ai pris le téléphone, mes doigts tremblants pendant que je tapais une réponse, viens maintenant, je suis seul. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai supprimé le message envoyé, pour qu'elle ne le voie pas, et j'ai remis le téléphone exactement où il était, l'écran vers le bas, comme si mes mains ne l'avaient jamais touché. Ensuite, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai attendu. Mais avant de vous dire qui s'est présenté à ma porte ce matin-là, et pourquoi, en le voyant, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais, jusqu'à ce samedi. Parce que jusqu'à ce samedi, j'étais un homme qui pensait avoir tout compris à la vie. Je m'appelle Octavio. J'ai 44 ans. Je suis ingénieur civil. Je supervise des chantiers de construction depuis près de 20 ans. Et pendant 16 de ces années, j'ai été marié à Lucia. Je l'ai rencontrée au mariage d'un collègue. Elle avait les cheveux relevés, et elle riait en rejetant la tête en arrière, sans aucune gêne, avec ce genre de rire qui remplit une pièce. J'étais un homme timide, et elle était mon exact opposé. Je pense que c'est pour cela que nous fonctionnions bien. Elle parlait, et j'écoutais. Elle rêvait tout haut, et je construisais en silence. Notre vie était, en apparence, la vie que n'importe qui souhaiterait. Une maison à 2 étages dans un quartier calme, que j'ai fini de payer il y a 3 ans, avec beaucoup d'efforts. Pas d'enfants. Non pas parce que nous n'avons pas essayé, mais parce que la vie en a décidé autrement. Et avec le temps, nous avons appris à combler ce vide par des voyages, des dîners, des projets. Du moins, c'est ce que je croyais. Mes économies, un peu plus de 180 000 €, amassées sur 2 décennies de travail, étaient destinées à un rêve que nous partagions, vendre tout un jour, déménager près de la mer, et vieillir ensemble, en regardant l'eau. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez que je n'étais pas un homme méfiant. Je ne fouillais jamais dans son téléphone. Je ne lui demandais jamais à qui elle parlait. Quand elle a commencé à rentrer plus tard de ses cours de yoga, le jeudi, je réchauffais son dîner. Quand elle portait un nouveau parfum, un parfum doux qui n'était pas son style, je lui disais qu'elle sentait très bon. Quand elle veillait tard pour envoyer des SMS sur son téléphone, en souriant à l'écran, je me disais, c'est chouette qu'elle ait des amis qui la font rire. Un homme confiant ne voit pas les signes. Il s'en accommode. Il leur invente des explications, parce que l'alternative fait beaucoup trop mal. Ce samedi matin était un matin ordinaire. Nous avions prévu de prendre le petit déjeuner ensemble, puis d'aller à la pépinière pour acheter des plantes pour le jardin. Lucia s'est réveillée de bonne humeur, m'a embrassé sur la joue, et a dit qu'elle allait prendre une douche rapide. Je suis descendu faire du café, je suis remonté avec les 2 tasses, et c'est à ce moment-là que le téléphone a vibré sur la couette. Je sens encore ton parfum. La nuit dernière était une nuit incroyable. La nuit dernière. J'ai repassé la nuit précédente dans ma tête, comme quelqu'un qui cherche une pièce perdue dans une pièce sombre. La veille au soir, Lucia était allée à la fête de départ d'un collègue. Elle est rentrée après minuit.
J'étais à moitié endormi, et je l'ai senti se glisser dans le lit, à côté de moi. J'ai senti son parfum doux, mélangé à autre chose, et je n'y ai pas prêté attention. Je n'y ai rien vu de mal. Le numéro n'était pas enregistré sous un nom, juste des chiffres. Mais il y avait quelque chose, dans la façon dont c'était écrit, dans le rythme des mots, qui m'était étrangement familier, comme une voix entendue à travers un mur. Et c'est pour cela que j'ai répondu. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un plan machiavélique. C'était l'impulsion désespérée d'un homme qui avait besoin de mettre un visage sur sa douleur. J'ai écrit, « Viens maintenant, je suis seul. » J'ai effacé les preuves, et je suis descendu, les jambes engourdies. Pendant qu'à l'étage, ma femme continuait de fredonner devant le miroir, inconsciente de tout, se maquillant pour une journée de plantes et de jardinage. Je me tenais près de la porte d'entrée. Mon cœur battait contre ma poitrine, si fort que mes côtes me faisaient mal. Une part de moi priait pour que personne ne vienne. Pour que le numéro réponde, « Tu es fou ? On est samedi. » Pour que tout ait une explication ridicule et innocente, qui nous ferait rire plus tard. 2 minutes ont passé. Le silence. 3 minutes. J'ai entendu le sèche-cheveux s'allumer à l'étage. 4 minutes. Une voiture s'est garée devant ma maison. J'ai entendu la portière du véhicule se fermer doucement, comme quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit. J'ai entendu des pas dans l'allée. Des pas rapides et anxieux, de quelqu'un qui connaissait le chemin. Et puis, la sonnette a retenti. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé ma main sur la poignée, et j'ai pensé, pour la dernière fois, que je pouvais encore ne pas ouvrir. Que je pouvais rester immobile, laisser cette personne partir, et continuer à vivre dans mon mensonge confortable, dans mon mariage de 16 ans, et dans mes projets de maison au bord de la mer. Il y a une paix étrange dans l'ignorance. Je la connaissais bien. Mais j'ai ouvert la porte, et quand je l'ai vue, debout là, avec un bouquet de fleurs à la main, et un sourire qui est mort sur son visage en me voyant, j'ai compris qu'il y a des trahisons qui ne détruisent pas seulement un mariage. Elles détruisent une vie entière, une famille entière, une histoire entière. Car je connaissais ce visage depuis le jour de sa naissance. J'ai instantanément regretté d'avoir envoyé ce message. Non pas parce que je voulais rester trompé, mais parce qu'il y a des vérités qui, une fois que vous les avez vues de vos propres yeux, ne vous permettent plus de redevenir celui que vous étiez. Et moi, debout à cette porte, l'odeur de ces fleurs me frappant comme une gifle, je venais de cesser d'être Octavio, l'homme tranquille, le mari confiant, le frère aîné qui pardonnait toujours tout. Les fleurs sont tombées au sol, avant même que l'un de nous ne prononce un seul mot. Ronaldo, mon petit frère. Le garçon qui a appris à faire du vélo en s'accrochant à ma main. L'adolescent qui dormait dans ma chambre, quand il faisait des cauchemars. L'homme qui a pleuré dans mes bras aux funérailles de notre père, il y a 9 ans, en promettant que nous prendrions toujours soin l'un de l'autre. Il se tenait à ma porte, à 9h23, un samedi matin, avec un bouquet de fleurs fraîchement achetées, et les cheveux encore humides d'une douche. Il s'était préparé. Il sentait cette eau de Cologne hors de prix, qu'Eddie, sa femme, lui avait offerte pour Noël. Il avait conduit jusqu'à chez moi en 5 minutes, parce qu'il pensait que ma femme était seule. J'ai vu son sourire s'effondrer, au ralenti. J'ai vu ses yeux passer de mon visage aux fleurs, des fleurs à la porte, cherchant une échappatoire, une explication, un miracle. J'ai vu sa bouche s'ouvrir et se fermer 2 fois, sans émettre un son. Et j'ai vu, avec une clarté qui me blesse encore, le moment exact où mon frère a compris que sa vie venait de se briser en deux, tout comme la mienne. Les fleurs ont touché le sol. Aucun de nous ne les a regardées. Je veux être honnête avec vous. À cet instant, des choses dont je ne suis pas fier m'ont traversé l'esprit. J'ai ressenti l'envie de le frapper. J'ai senti mes mains se serrer toutes seules, mes jointures blanchir, le sang me monter à la tête. 44 ans de vie civilisée, à être l'homme calme, celui qui résout les problèmes, le médiateur. Et tout cela ne tenait plus qu'à un fil très fin, devant un bouquet de fleurs étalé sur le sol de mon entrée. Mais ensuite, j'ai entendu le sèche-cheveux s'éteindre à l'étage, et quelque chose en moi a changé. Je n'arrive pas à le nommer. C'était comme si une porte s'était fermée en moi, et qu'une autre, que je ne connaissais pas, s'était ouverte. La colère brûlante est retombée, et à sa place s'est élevé autre chose, quelque chose de froid, d'ordonné, de patient. J'ai regardé mon frère, tremblant à ma porte, et j'ai entendu ma propre voix dire, avec un calme qui m'a effrayé moi-même, « Entre, Ronaldo,
le café est prêt. Il a cligné des yeux. Octavio, salut, ce n'est pas laisse-moi t'expliquer. Ramasse les fleurs, lui ai-je dit, tu les as apportées pour quelqu'un. Ce serait dommage qu'elles soient gâchées. Je ne sais pas d'où venait cet homme qui parlait par ma bouche. Ronaldo s'est baissé lentement, a ramassé le bouquet de ses mains tremblantes, et est entré chez moi la tête baissée, comme il le faisait enfant quand il avait cassé quelque chose, et qu'il savait que la punition approchait. Je l'ai conduit à la cuisine. Je lui ai versé une tasse de café. Mes mains ne tremblaient pas, et cela, plus que tout le reste, m'a donné l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Octavio, s'il te plaît, a-t-il chuchoté. Laisse-moi t'expliquer avant. Avant qu'elle ne descende. J'ai posé la question, et j'ai pris une gorgée de mon café, détends-toi. Nous avons le temps. Elle se maquille, ça prend environ 20 minutes. Tu devrais le savoir mieux que moi, n'est-ce pas? Le jeudi, après le yoga. Est-ce qu'elle retouche son maquillage avant de rentrer à la maison? Ou est-ce qu'elle vient directement ici? La couleur a complètement quitté son visage. Et là, j'ai tout confirmé. Les jeudis, les cours de yoga du jeudi. Mon frère n'a même pas essayé de nier. Il a baissé les yeux vers sa tasse, et j'ai senti une partie du monde que je connaissais couler sans un bruit. Comme un navire englouti par la mer, la nuit, sans aucun témoin. Nous avons entendu les pas de Lucia descendre les escaliers. Ce rythme bien à elle, que je reconnaîtrais entre mille, celui que j'avais entendu pendant 16 ans. Elle disait quelque chose depuis le couloir, de la voix légère d'un samedi comme les autres. Chérie, le café est prêt? Je me disais qu'en plus des plantes, on pourrait acheter ces grands pots en terre cuite que. Elle est entrée dans la cuisine, et le monde s'est arrêté. J'ai vu beaucoup de gens effrayés dans ma vie. J'ai travaillé 20 ans sur des chantiers de construction. J'ai vu des accidents. J'ai vu de vraies frayeurs. Je n'ai jamais vu personne pâlir autant que ma femme l'a fait ce matin-là, son sac à main à la main, son rouge à lèvres fraîchement appliqué, et ses yeux passant de son mari à son amant, assis à la même table, buvant le café de la même cafetière. Ronaldo. A-t-elle dit, et sa voix s'est brisée au milieu du nom. Qu'est-ce que tu fais ici? Et là, j'ai fait la deuxième chose dont je ne me croyais jamais capable. J'ai souri. J'ai souri et j'ai dit, je l'ai invité. Eh bien, techniquement, tu l'as invité, depuis ton téléphone portable. J'ai écrit, viens maintenant, je suis seul. Et regarde cette efficacité. 5 minutes. Même les ambulances n'arrivent pas aussi vite dans ce quartier. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Lucia s'est accrochée à l'encadrement de la porte. Ronaldo fixait le fond de sa tasse, comme s'il voulait s'y noyer. Et j'étais assis entre deux, le mari trompé, le frère trahi, tenant mon café, sentant mon cœur cogner contre ma poitrine de l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, j'étais de pierre. Octavio, a-t-elle commencé, en faisant un pas vers moi, écoute-moi. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Je l'ai interrompu doucement. Tu as raison. C'est pire. Parce que ce que ça a l'air d'être, c'est que ma femme a un amant. Et la vérité, c'est que ma femme a un amant qui porte mon propre sang, qui a mangé à cette table à chaque Noël, et qui m'a serré dans ses bras aux funérailles de notre père. En jurant que la famille était la seule chose qui nous restait. Lucia s'est mise à pleurer, et je vais vous avouer une chose qu'il m'a fallu du temps pour comprendre, plus tard. Avec le temps et le recul, la voir pleurer ne m'a procuré aucune satisfaction. Aucune. On pense que la colère est un feu qui se nourrit de la douleur de l'autre. Mais la colère véritable, la colère profonde, est une froideur. Une froideur qui organise, qui calcule, qui attend. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Silence. Depuis combien de temps, Ronaldo? Mon frère a levé le visage. Ses yeux étaient rouges. 8 mois, a-t-il chuchoté. 8 mois. J'ai fait le calcul, sans le vouloir. Noël chez moi, avec Eddie et les enfants, assis dans mon salon. L'anniversaire de maman, en mars, quand Ronaldo a porté un toast à la famille. Le week-end que nous avons passé tous les 4, au chalet, il y a 3 mois, quand j'ai cuisiné pour tout le monde, et que Lucia et Ronaldo sont allés en ville ensemble, pour chercher des glaçons, et ont mis 2 heures. 8 mois de mensonges, servis à ma table, avec ma nourriture, sous mon toit. Je me suis levé lentement,
j'ai lavé ma tasse dans l'évier, je l'ai essuyée, et je l'ai rangée à sa place. Ce petit geste domestique, si mien, si quotidien, m'a redonné le contrôle. Puis, je me suis tourné vers eux, et j'ai prononcé la phrase qui a changé le cours de cette histoire. Vous allez quitter ma maison, maintenant, tous les deux. Et vous n'allez parler de ça à personne. Ni à maman, ni à Eddie. À pas une âme. Vous allez continuer à agir exactement comme vous l'avez fait. Lucia m'a regardé, sans comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, ai-je répondu, en m'essuyant les mains calmement, que vous avez été de très bons acteurs, pendant 8 mois. Maintenant, c'est à mon tour de choisir quand le rideau tombera. Et croyez-moi, quand il tombera, il y aura un public. Ils n'ont pas compris ce que je préparais, à ce moment-là. Je ne le comprenais pas totalement moi-même. Je ne savais qu'une chose. Dans 18 jours, c'était le 70e anniversaire de notre mère. Toute la famille serait réunie à la même table, et je venais de décider que cette table serait mon tribunal. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans ma propre maison, pour la première fois en 16 ans. Lucia est allée chez sa sœur avec une petite valise, en pleurant, en répétant qu'il fallait qu'on parle. Que 8 mois n'effaçaient pas 16 ans, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Je l'ai écoutée depuis le haut des escaliers, sans descendre, sans répondre. Ronaldo était parti des heures auparavant, sans emporter les fleurs. Je les ai jetées à la poubelle moi-même, et je me souviens avoir pensé qu'elles coûtaient à peu près le même prix que ce qu'il en coûtait pour détruire une famille entière. Presque rien. Je veux vous dire ce qui se passe à l'intérieur d'un homme, les premières nuits après avoir découvert une chose pareille, car je ne pense pas que quiconque le raconte honnêtement. Vous ne pleurez pas continuellement. Vous pleurez par vagues, à des moments absurdes. Je n'ai pas pleuré quand j'ai trouvé le message. Je n'ai pas pleuré quand j'ai ouvert la porte. J'ai pleuré cette nuit-là, à 3 heures du matin, quand je suis allé à la cuisine pour boire de l'eau, et que j'ai vu les 2 tasses de café du matin. Celle de Ronaldo était encore sur la table, avec la marque de ses lèvres sur le bord. J'ai pleuré assis sur le sol de ma cuisine, dans le noir, comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon père. Et puis, j'ai essuyé mon visage, je suis monté à l'étage, et j'ai commencé à écrire dans un carnet. Parce que la douleur, quand elle ne trouve pas d'issue, trouve une direction. Dans ce carnet, j'ai écrit tout ce que ma mémoire a vomi, pendant des heures. Les séances de yoga du jeudi, le parfum doux, les fois où Ronaldo passait par le quartier et restait pour dîner. Le voyage d'affaires de Lucia, en octobre, qui a coïncidé, je le voyais maintenant, avec une semaine où Eddie avait emmené les enfants rendre visite à sa mère. Les 2 heures pour les glaçons au chalet, la façon dont mon frère évitait de me regarder dans les yeux à Noël, chose que j'avais attribuée à la fatigue. Quand l'aube s'est levée, j'avais 4 pages écrites, et une certitude. Si j'allais faire ça, j'allais le faire bien. Sans crier, sans scandale qui pourrait ensuite être retourné contre moi, sans leur donner l'opportunité de me transformer en fou de l'histoire. J'avais déjà vu ça. Le trahi qui explose finit par passer pour le méchant. Et les traîtres, blottis l'un contre l'autre, finissent par passer pour les victimes d'un homme violent. Je n'allais pas lui donner ce rôle. Ma rage allait porter un costume et une cravate. Lundi matin, à la première heure, j'ai appelé Gaspard. Gaspard est avocat, et c'est mon plus vieil ami, depuis plus de 20 ans. Nous étions au lycée ensemble. Il était mon témoin à mon mariage. C'est l'un de ces amis que l'on ne voit pas pendant des mois, mais quand on se retrouve, c'est comme si le temps ne s'était pas écoulé. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, pour une affaire personnelle grave. Il m'a donné rendez-vous à son cabinet, le même après-midi. Quand j'ai eu fini de tout lui raconter, Gaspard est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux, et a dit une chose que je n'oublierai jamais. Octavio, en tant qu'ami, j'ai envie d'y aller tout de suite et de casser la figure de ton frère. Mais en tant qu'avocat, je vais te dire ce qui est vraiment dans ton intérêt. Le silence. Le silence et l'ordre. Peux-tu me donner 18 jours de discipline? Je peux te donner tout ce qu'il faudra, ai-je répondu. Et nous avons commencé à travailler. D'abord, les finances. Gaspard m'a expliqué calmement ce que, en 16 ans de mariage confiant, je n'avais jamais voulu regarder en face. La maison était à nos 2 noms, même si c'est moi qui la payais avec mon travail. Notre compte commun contenait environ 38 000 €, mais les économies de toute ma vie,
les 180 000 € pour le rêve d'une maison au bord de la mer, étaient sur un compte à mon nom, alimenté par mon salaire, justifié centime par centime. C'est très défendable, a dit Gaspard. Mais j'ai besoin que tu ne bouges rien brusquement. Pas de vidage de compte, rien qui ressemble à de la dissimulation. Tout doit être légal, tout doit être propre, tout avec une date et une signature. Deuxièmement, les preuves. Gaspard a été très clair. Nous n'avions pas besoin de photos scandaleuses, ni de courses-poursuites dignes d'un film. Nous avions besoin de quelque chose de plus simple, et de plus solide. L'aveu qu'ils ont déjà confessé devant toi, m'a-t-il dit. Mais ta parole seule ne vaut que ta parole seule. S'ils viennent te parler pour te demander pardon, laisse-les parler. Contente-toi d'écouter, et de tout sauvegarder. Et ils ont parlé. Oh, qu'ils ont parlé. Lucia m'écrivait de longs messages, tous les jours, au petit matin, mêlant les regrets aux souvenirs, et où, sans s'en rendre compte, elle écrivait toute l'histoire. Quand ça a commencé, comment ça a commencé, la fois où elle a voulu y mettre fin, la fois où elle n'a pas pu. Je répondais brièvement, et de manière neutre. J'ai besoin de temps. J'assimile encore. Chacune de mes réponses était une porte entr'ouverte, et elle y entrait pour parler et écrire. Ronaldo m'a appelé 2 fois. La deuxième fois, d'une voix brisée, il a dit, « Frère, je sais que je suis impardonnable. 8 mois à te mentir en face, mais je t'en supplie. Ne le dis pas à Eddie. Pense à mes enfants. Pense à mes enfants. » Il me demandait de penser à ses enfants. J'ai sauvegardé chaque mot. Troisièmement, et ce fut la partie la plus difficile pour moi, la mise en scène. Car pendant ces 18 jours, je devais continuer d'être, aux yeux du monde extérieur, le même Octavio qu'avant. Ma mère m'appelait pour organiser les détails de son anniversaire, et je devais lui parler d'une voix normale, donner mon avis sur le menu, confirmer que oui, Lucia et moi apporterions le gâteau, alors qu'à l'intérieur, ma poitrine brûlait. Antonia était tellement excitée. 70 ans, toute la famille réunie. La seule chose que je demande à Dieu, m'a-t-elle dit au téléphone un après-midi, c'est que vous deux, toi et ton frère, restiez toujours aussi proches que vous l'êtes maintenant. C'est ce qui me permet de dormir paisiblement. J'ai raccroché, et je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking du chantier, pendant 20 minutes, à fixer le vide. Parce que c'est la partie que personne ne voit, dans une trahison comme celle-ci. Ronaldo et Lucia ne m'ont pas seulement volé un mariage. Ils m'ont volé des choses qui n'apparaissent pas sur les papiers de divorce. La tranquillité d'esprit de ma mère, les Noëls futurs, le mot frère que je ne pouvais plus prononcer sans avoir l'impression d'avoir du sable dans la bouche. Ils ont même volé mes souvenirs, car désormais, chaque beau souvenir des 8 derniers mois avait un double fond, sale et faux. Il y a eu un moment, vers le 10e jour, où j'ai hésité. Je ne vous mentirai pas. C'était un mardi soir. Lucia m'a envoyé une vieille photo de notre 10e anniversaire, nous deux en train de rire sur la plage, et elle a écrit « Nous pouvons redevenir ça. Je te le jure sur ma vie, personne n'a besoin de rien savoir. Nous pouvons partir loin. Recommencer à zéro. » Et pendant 1 heure, assis sur mon lit vide, j'y ai réfléchi. J'ai envisagé de tout ravaler. D'enterrer la vérité, de sauver le Noël de ma mère, mes neveux, mes cousins, la photo de famille, et d'être celui qui paie le prix du silence, pour que personne d'autre ne souffre. Et puis, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était exactement ce qu'ils attendaient de moi. C'est pour ça que Lucia n'avait pas vraiment peur. C'est pour ça que Ronaldo suppliait, mais n'avouait pas. Ils comptaient tous les deux sur le bon vieil Octavio, le silencieux, le médiateur, celui qui pardonne, celui qui ravale sa fierté pour que la famille ne se brise pas. Ils avaient passé 8 mois à parier sur ma gentillesse, comme quelqu'un qui parie sur une valeur sûre. Cette nuit-là, j'ai répondu au message de Lucia par 4 mots, « On se voit chez maman », et j'ai éteint mon téléphone. Il restait 8 jours avant l'anniversaire. Gaspard avait presque tout préparé. Il ne restait qu'une seule pièce sur l'échiquier. La plus délicate de toutes, celle qui m'empêchait de dormir plus que tout le reste. Eddie, la femme de mon frère, la mère de mes neveux, la seule personne innocente restante dans cette histoire, qui ne savait rien. Et ce que je déciderais de faire d'elle définirait quel genre d'homme j'étais vraiment. Eddie est entrée dans notre famille il y a 12 ans. Et dès le premier jour, elle a été de ces personnes qui font que tout fonctionne mieux autour d'elle. Infirmière de profession,
pratique, directe, avec un rire facile qui contrastait avec la nature silencieuse de mon frère. C'est elle qui a pris soin de mon père dans ces derniers mois, faisant des gardes pendant des nuits entières, sans que personne ne le lui demande. C'est elle qui a soutenu ma mère après les funérailles, et c'est elle qui m'a dit à leur mariage, en levant son verre vers moi, « Maintenant, j'ai 2 frères. Octavio, compte sur moi pour n'importe quoi. » 12 ans plus tard, j'avais la preuve, sur mon téléphone, que son mari couchait avec ma femme depuis 8 mois. Et la question qui me hantait à toute heure, sur le chantier, au supermarché, dans mon lit vide, était unique, lui dire, ou ne pas lui dire. Gaspard me l'a présenté brutalement, de la manière dont les avocats présentent les choses qui brûlent. Légalement, tu n'as aucune obligation. Stratégiquement, si elle l'apprend à l'avance, tu perds le contrôle de la situation. Ronaldo sera prévenu. Ils se prépareront, engageront un avocat. Humainement. Et là, il a fait une longue pause, humainement, c'est une autre conversation, et je ne suis pas un expert en la matière. Mais la vie a d'étranges façons de prendre des décisions à votre place. C'était un mercredi, 11 jours avant l'anniversaire de ma mère. Je sortais du supermarché quand j'ai entendu mon nom. C'était Eddie, dans son uniforme d'hôpital, poussant un caddie avec les enfants. Mes neveux ont couru pour me serrer dans leurs bras, comme toujours, le plus petit se suspendant à mon bras, et j'ai ressenti cette étreinte comme une brûlure. Eddie m'a embrassé sur la joue, et m'a regardé de cette façon directe qui est la sienne. Une infirmière qui a tout vu. « Tu as maigri », a-t-elle dit. « Et tu as l'air de ne pas dormir. Tout va bien ? Le travail, ai-je menti, un projet compliqué. » Elle m'a aidé à ranger les sacs dans la voiture, pendant que les enfants se disputaient un biscuit. Et puis, sans me regarder, les yeux fixés sur le coffre, elle a dit quelque chose qui a arrêté mon cœur. « Octavio, as-tu remarqué quelque chose d'étrange chez Ronaldo, dernièrement ?» Je suis resté immobile. « Étrange comment ? » Je ne sais pas, distant, il oublie des choses. Il va se promener la nuit, et revient incapable de me regarder dans les yeux. L'autre jour, je l'ai trouvé en train de pleurer dans la voiture, dans le garage. Je lui ai juste demandé ce qui n'allait pas. Et il a dit que c'était des problèmes d'argent au travail. Elle a fermé le coffre lentement. Mais je suis marié à ton frère depuis 12 ans. Je sais quand il me ment. Ce que je ne sais pas, c'est sur quel sujet. Et c'était l'occasion parfaite. Une phrase de ma part, juste une, et la bombe exploserait 11 jours plus tôt, loin de ma mère, loin de la fête. Une part de moi le voulait, avec une intensité qui m'effrayait. Qu'elle le sache maintenant, que Ronaldo goûte immédiatement à une partie de l'enfer dans lequel je vivais. Mais j'ai regardé mes neveux qui se battaient pour le biscuit, sur le siège arrière. Et j'ai regardé Eddie, dans son uniforme froissé, après une garde de 12 heures, et je n'ai pas pu. Pas comme ça. Pas sur le parking d'un supermarché, avec les enfants qui écoutaient, sans lui donner la chance d'encaisser le coup avec dignité, assise, préparée, avec toute la vérité, et pas par morceaux. Par lui, ai-je finalement dit, choisissant chaque mot comme quelqu'un qui traverse un champ de mine. Et Eddie. Quoi qu'il arrive dans cette famille, toi et les enfants, vous trouverez toujours une porte ouverte chez moi. Toujours. Je veux que tu aies ça gravé dans ton esprit. Elle m'a regardé bizarrement, cherchant dans mes yeux. Tu me fais peur, Octavio. Souviens-t'en, simplement, ai-je répété, et je suis parti. J'ai conduit sur 3 pâtés de maison, et j'ai dû me garer, car ma main tremblait sur le volant. Là, dans cette rue au hasard, j'ai compris une chose qui a changé le poids de tout ce que je portais. Mon silence n'était plus seulement une stratégie. Mon silence était aussi une façon de protéger les seuls innocents du désastre. Et en même temps, chaque jour de silence était un jour de plus où Eddie dormait à côté d'un homme qui la trompait. Et c'était aussi une dette que quelqu'un m'obligeait à payer. Cette nuit-là, j'ai pris une décision avec Gaspard. Eddie méritait de tout savoir, mais elle méritait de le savoir d'une manière qui l'aiderait. Pas comme des commérages, pas comme un scandale, mais avec des preuves organisées, qu'elle pourrait utiliser pour protéger son avenir et celui de ses enfants. Gaspard a préparé un dossier séparé, une copie de tout ce que nous avions, avec une note de ma part, qui m'a pris 4 nuits à écrire, et qui commençait ainsi, Eddie, quand tu liras ceci, tu comprendras pourquoi je n'ai pas pu te le dire plus tôt, et j'espère qu'un jour, tu me pardonneras ces jours de décalage. Pendant ce temps, le théâtre continuait,
et il devenait de plus en plus difficile à maintenir. Lucia est revenue à la maison au milieu de cette semaine-là. C'était l'idée de Gaspard, même s'il m'a été difficile de l'accepter. Si elle quitte la maison maintenant, et que quelqu'un dans la famille le remarque, les questions commenceront avant l'heure. Nous avons besoin de normalité jusqu'à l'anniversaire. Ma femme a donc dormi dans la chambre d'amis ces jours-là, et aux yeux du monde, nous avons continué à être Octavio et Lucia, le couple solide, ceux qui apporteraient le gâteau. Je ne souhaiterais ces jours-là ni à vous, ni à personne. Partagez la table du petit déjeuner avec quelqu'un que vous aimez depuis 16 ans, et que vous ne reconnaissez plus. L'entendre pleurer de l'autre côté du mur, et ressentir à la fois de la pitié et de la glace en même temps. La regarder répéter la normalité devant le miroir, se maquillant pour couvrir sa culpabilité. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de regarder les 2 tasses de café que j'avais laissées sécher, la mienne et celle qui était à Ronaldo ce matin-là, et j'ai vu sur son visage qu'elle faisait aussi le calcul, qu'elle passait aussi tout en revue. Que le poids n'était pas seulement le mien. Vas-tu vraiment le faire devant ta mère, m'a-t-elle demandé un soir, debout à la porte de ce qui était autrefois notre chambre. Devant tout le monde? Octavio, ta mère a 70 ans. Ça pourrait la tuer. C'est curieux, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon carnet. 8 mois à entrer dans la famille de cette femme par la porte de derrière, et sa santé ne t'a jamais inquiété. Le bourreau s'inquiète-t-il du cœur de la veuve? Je n'ai jamais voulu ça. Personne ne veut ça, Lucia. Mais tu l'as fait, quelque chose comme 80 fois, si mon compte des jeudis est exact. Elle est allée pleurer dans la chambre d'amis, et je suis resté avec mon carnet, et je vous avoue que je n'ai rien écrit cette nuit-là. J'ai juste dessiné, sans m'en rendre compte. La table à manger de ma mère, le plan de table, qui s'assiérait où? Ma mère en bout de table, Ronaldo à sa droite, la place d'honneur, Eddie et les enfants. Lucia à côté de moi comme toujours, les oncles, les cousins. 22 personnes confirmées. Et en regardant ce dessin, j'ai compris la dernière pièce de mon plan, celle qui manquait, celle que Gaspard ne pouvait pas me donner, parce qu'elle n'était pas légale, mais humaine. Je ne voulais pas d'un scandale. Les scandales s'oublient. Ils sont déformés. Ils sont racontés 1000 fois, de 1000 façons, jusqu'à ce que le traître trouve une version où il a le beau rôle. Je voulais autre chose. Je voulais une vérité si propre, si ordonnée, si impossible à nier, qu'aucun d'eux ne pourrait jamais la réécrire. Et pour cela, j'avais besoin d'obtenir une dernière chose. Quelque chose qui ne se trouvait qu'à un seul endroit au monde, dans le téléphone portable de ma femme. Ce même téléphone portable qui avait vibré sur le lit, un samedi à 9h14 du matin, et qui avait coupé ma vie en un avant et un après. Le problème, c'est que depuis ce matin-là, Lucia ne s'était plus séparée de son téléphone, pas même pour prendre une douche. Mais je connaissais ma femme mieux que quiconque. 16 ans à observer une personne, cela vous apprend ses rituels, ses oublis, ses routines. Et il y avait un moment exact dans la semaine, un seul, d'à peine 20 minutes, où ce téléphone portable était laissé sans surveillance. Le dimanche matin, quand sa mère l'appelait en appel vidéo depuis la maison de sa sœur, et que Lucia descendait dans le jardin pour lui parler, laissant son téléphone personnel chargé dans la cuisine, parce qu'elle prenait toujours l'appel vidéo sur la tablette. Il est resté 4 jours avant ce dimanche, et 7 jours avant l'anniversaire de ma mère. Le dimanche s'est levé, nuageux. Je me souviens de chaque détail de cette matinée avec une précision qui m'énerve, comme si ma mémoire avait compris, avant moi, que ce jour méritait d'être sauvegardé dans son intégralité. Lucia est descendue à 9h, les cheveux relevés, et a préparé du thé. Nous nous sommes croisés dans la cuisine comme 2 employés avec des horaires différents, coordonnés et détachés. À 9h30, la tablette a sonné. Sa mère, ponctuelle, comme chaque dimanche. J'ai vu Lucia prendre la tablette. J'ai vu ses yeux hésiter, une seconde, sur le téléphone portable en charge à côté du grille-pain. J'ai vu comment toute une vie d'habitude a triomphé de la prudence des derniers jours. Elle est sortie dans le jardin comme toujours, a fermé la porte coulissante comme toujours, s'est assise dans le fauteuil en osier, dos à la maison, comme toujours. Je suis resté là, à regarder ce téléphone portable pendant presque une minute entière. Et je veux m'arrêter ici, parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Que c'était mal. Que fouiller dans le téléphone de quelqu'un d'autre est une violation. Que 2 torts ne font pas un droit. Et je veux vous dire que je suis d'accord. J'étais d'accord,
même à ce moment-là, debout dans ma cuisine, le cœur battant contre mes côtes. Mais je veux aussi vous dire autre chose, avec l'honnêteté que je dois à cette histoire. Quand quelqu'un met le feu à votre maison, vous ne vous arrêtez pas pour demander la permission d'utiliser la sortie de secours. Je ne cherchais pas de nouvelles douleurs. Je les avais déjà toutes. Je cherchais une vérité, qui ne dépendrait pas de ma parole contre la leur. Le code était le même que d'habitude. La date de notre mariage, ce qui, je ne sais pas pourquoi, m'a fait plus de mal que beaucoup d'autres choses. 16 ans de mariage, transformés en 4 chiffres, qui ouvraient la porte de ma propre humiliation. Je ne vais pas décrire tout ce que j'ai trouvé, non pas pour les protéger, mais pour me protéger moi-même. Il y a des choses que vous lisez une fois, et que vous payez par des nuits entières d'insomnie. Je vais seulement vous dire ce qui est important pour cette histoire. J'ai trouvé la conversation complète. 8 mois. Le numéro sans nom, que j'avais vu ce samedi-là, était la deuxième ligne de Ronaldo, celle du travail, et tout était là. Les jeudis de yoga, qui n'étaient pas du yoga. Le motel de l'autoroute, où il demandait toujours la même chambre, parce qu'il y avait un parking discret. Le voyage d'octobre, planifié 3 semaines à l'avance, pendant que j'aidais Lucia à choisir sa valise. Le chalet était là, les 2 heures pour les glaçons. Ton mari a failli nous surprendre, a-t-il écrit cette nuit-là. Je me sens mal pour lui, Octavio, a-t-elle répondu. Il est tellement bon, il ne se doute même de rien. Et lui, c'est pour ça qu'il ne se passera rien. Mon frère est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mon frère est incapable de faire du mal à qui que ce soit. J'ai lu cette phrase 4 fois. Il ne comptait pas sur ma gentillesse comme on apprécie une vertu. Il comptait dessus comme on compte sur un bout de terrain, quelque chose d'encore inactif, sur lequel on peut construire. Mais c'est plus bas, en remontant les semaines dans cette conversation, que j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. Ce qui a changé mon plan, ce qui a transformé la douleur du mari en quelque chose de bien plus grave. Il y avait un bloc de messages, datant d'il y a 3 mois, où il parlait d'argent, de mon argent. Lucia expliquait à Ronaldo, en détail, combien il y avait sur le compte commun, et combien il y avait sur mes économies. Les 180 000 € étaient écrits en toutes lettres. Et Ronaldo, mon frère, l'ingénieur commercial de la famille, celui qui se vantait toujours de comprendre les investissements, a répondu en expliquant comment il valait mieux s'y prendre le moment venu. Qu'elle ne devait rien signer, qu'elle devait commencer à rassembler des reçus pour les contributions aux dépenses de la maison, qu'un ami avocat lui avait dit qu'avec de la patience et une bonne stratégie, elle pourrait quitter le mariage avec la maison entière, et la moitié de tout le reste. Détends-toi, a-t-il écrit. Octavio fait partie de ceux qui préfèrent perdre de l'argent plutôt que de faire un scandale. Je le connais depuis que je suis né. Et puis, la phrase qui m'a coupé le souffle. Et nous, quoi? Combien de temps comme ça? À le cacher. Quand elle aura assuré sa part, et que j'aurai réglé mon problème avec Eddie, on part. 1 an maximum, j'y ai déjà réfléchi. 1 an maximum, j'y ai déjà réfléchi. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine, parce mes jambes ne me portaient plus. Dehors, dans le jardin, je pouvais entendre le rire de Lucia pendant qu'elle parlait à sa mère, discutant d'une recette, demandant des nouvelles de sa tante. Et moi, à l'intérieur, je découvrais que la mienne n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était un plan, un projet avec un calendrier et un budget. Pendant que je lui servais son dîner, tous les deux faisaient de l'ingénierie financière sur mes 20 ans de travail. La maison au bord de la mer, dont je rêvais pour mes vieux jours, était déjà divisée dans l'esprit des autres. J'ai regardé l'horloge. 11 minutes s'étaient écoulées. Il m'en restait 9. Mes mains tremblaient, mais j'ai fait ce que j'étais venu faire. J'ai transféré des captures d'écran de tout, sur mon adresse email. La conversation complète, avec les dates visibles, avec les numéros de téléphone visibles, les messages sur l'argent, le plan d'1 an maximum. J'ai supprimé les transferts de l'historique, j'ai tout fermé, j'ai laissé le téléphone portable exactement dans la même position, avec le câble sous le même angle. 20 ans de supervision de chantier m'ont appris que les détails ne sont pas des détails. C'est la différence entre ce qui tient debout, et ce qui s'effondre. Quand Lucia est revenue du jardin, je lavais ma tasse. Maman te passe le bonjour, a-t-elle dit, avec cette normalité répétée des derniers jours. Elle dit qu'elle a hâte de nous voir à l'anniversaire d'Antonia. Nous y serons tous, ai-je répondu.
Et pour la première fois en 18 jours, je n'ai pas eu à simuler mon ton. Parce qu'il n'y avait plus de colère brûlante, ni de douleur confuse en moi. Il y avait quelque chose de beaucoup plus serein, et de beaucoup plus définitif. La clarté totale de quelqu'un qui voit enfin tout l'échiquier. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au cabinet de Gaspard, même si on était dimanche. Je lui ai tout montré. Mon ami a lu en silence, faisant défiler les captures d'écran une par une. Et quand il est arrivé à la partie sur l'argent, il s'est arrêté. Il a enlevé ses lunettes, et m'a regardé d'une façon que je ne lui connaissais pas. Octavio, ça change les choses. Ce n'est plus seulement de l'adultère. C'est de la préméditation financière. Il planifie depuis des mois comment prendre ce qui est à toi. Il a tapoté doucement la table avec son doigt, sur la capture d'écran du 1 an maximum. Et ça, devant un juge, ça vaut de l'or. Mais je vais te demander une chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Que veux-tu? La justice, ou la vengeance? Parce qu'elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. Et le chemin bifurque exactement ici. J'ai réfléchi pendant un long moment. Par la fenêtre de son bureau, je pouvais voir la ville, un dimanche. Des gens tranquilles qui se promenaient avec toute leur vie, sans savoir qu'au 3e étage, un homme était en train de décider quel genre de personne il allait être pour le reste de sa vie. Je veux la vérité, ai-je finalement dit, complète, devant tout le monde, impossible à nier et impossible à édulcorer. Et je veux que les conséquences soient fixées par la loi, pas par mes mains. C'est tout, Gaspard. Je ne veux pas les détruire. Je veux qu'ils arrêtent de pouvoir mentir. Gaspard a eu un faible sourire, avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Alors nous sommes sur la bonne voie. Demain, je préparerai la demande de divorce pour faute prouvée, et le dossier sera prêt. Tu signeras vendredi, et samedi. Il a laissé la phrase en suspens. Samedi, c'est l'anniversaire de ma mère, ai-je complété. Gaspard m'a arrêté avec une dernière question. Le genre de question que pose un vieil avocat bienveillant, qui a vu beaucoup de familles se briser à sa table. Et sais-tu comment tu vas lui dire? Parce que, devant 22 personnes, avec ta mère de 70 ans en bout de table, un seul mauvais ton, et tu finiras par être le méchant de la soirée. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je ne vais presque rien dire. C'est eux qui vont parler. Gaspard a haussé un sourcil. Ai-je répété. Je vais juste apporter un cadeau. Et cette nuit-là, dans ma maison, en silence, pendant que ma femme dormait dans la chambre d'amis, rêvant peut-être de son 1 an maximum, je me suis assis à la table de la salle à manger, avec du papier, des ciseaux, et une boîte vide. Et j'ai commencé à emballer, plus calme que jamais dans ma vie, le cadeau d'anniversaire le plus douloureux jamais posé sur une table familiale. Plus que 6 jours. Les 6 derniers jours avant l'anniversaire de ma mère ont été les plus étranges de ma vie. À l'extérieur, tout n'était que préparatif pour la fête. À l'intérieur, tout n'était qu'un compte à rebours. Le lundi, ma mère m'a appelé pour confirmer le gâteau. 3 étages, vanille et confiture de lait, le même qu'elle demandait chaque année depuis que j'ai des souvenirs. Et ne laisse pas Lucia oublier les bougies, a-t-elle dit en riant. L'année dernière, ton frère a dû courir pour en acheter. J'ai écouté sa voix pleine d'enthousiasme. Cette voix d'une femme qui a élevé 2 fils toute seule après être devenue veuve, qui a travaillé 30 ans à coudre pour les autres, pour que Ronaldo et moi puissions faire des études, et j'ai ressenti le poids exact de ce qui allait arriver. Maman, ai-je dit avant de raccrocher, incapable de me contenir, tu sais que je t'aime plus que tout, n'est-ce pas? Elle s'est tue une seconde, surprise. Oh, mon fils, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que je le sais. Tu es le sérieux de la famille, mais tu es celui qui ne m'a jamais fait faux bond. Celui qui ne m'a jamais fait faux bond. J'ai raccroché, et cette phrase est restée gravée en moi, car je savais que samedi, d'une manière ou d'une autre, j'allais lui briser le cœur. Il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Le seul choix qui me restait, c'était de le briser avec la vérité, ou de laisser les autres continuer à le briser avec des mensonges, en secret, chaque jeudi. Le mardi, un événement imprévu s'est produit. Ronaldo s'est présenté sur mon chantier de construction. Je l'ai vu arriver, depuis le 2e étage du bâtiment, dans sa chemise de bureau et ses chaussures s'enfonçant dans la terre, esquivant les matériaux, me cherchant. Je suis descendu, sans me presser. Nous nous sommes retrouvés face à face, au milieu du bruit des bétonnières,
et pendant un instant, c'était comme si nous nous voyions pour la première fois, depuis ce matin avec les fleurs. J'ai besoin de savoir ce que tu vas faire, a-t-il dit sans détour. Il avait des cernes sous les yeux, et avait perdu du poids. Samedi, j'ai besoin de savoir, Octavio. Je n'ai pas dormi depuis 3 semaines. Eddie me demande ce qui ne va pas tous les jours. Je deviens fou. Et que lui dis-tu, ai-je demandé. Quand elle te demande ce qui ne va pas? Je lui dis que c'est le travail. Tu lui mens, les jeux interrompus, comme tu m'as menti. C'est drôle, Ronaldo. Tu ne dors plus depuis 3 semaines, par peur qu'Eddie découvre la vérité. Mais tu as parfaitement dormi, pendant 8 mois. En me faisant ça. T'es-tu déjà demandé pourquoi la peur n'est apparue que lorsque tu as été découvert? Il a passé ses mains sur son visage. Et puis mon petit frère, celui-là même qui avait appris à faire du vélo en s'accrochant à ma main, a fait la dernière chose qui lui restait, il a négocié. Écoute, j'y ai réfléchi. Je sais que ça ne peut pas être réparé, mais ça peut être contenu. Lucia et moi, c'est fini. C'est fait. C'est terminé. Je le jure sur la tête de mes enfants. Tu obtiens un divorce tranquille, des différends, ce que tu veux. Je te dédommagerai. J'ai quelques économies. Environ 40 000 euros. Ils sont à toi. Mais pas samedi, Octavio. Pas devant maman, pas devant mes enfants. Je l'ai fixé pendant un long moment. Le bruit du chantier continuait autour de nous. Les marteaux, les voix, la vie normale des travailleurs. Sais-tu quelle est la partie la plus triste de ce que tu viens de dire, ai-je finalement répondu. C'est que tu viens de m'offrir 40 000 euros pour mon silence, et que tu ne m'as toujours pas demandé pardon, ne serait-ce qu'une fois. Ni toi, ni elle. Vous m'avez tous les deux demandé du silence, du temps, de la discrétion, de la compréhension, du pardon. Jamais. Pense-y sur le chemin du retour. Je me suis retourné, et je suis remonté sur le chantier. D'en haut, je l'ai regardé rester là une bonne minute, au milieu de la terre, dans sa chemise de bureau, puis marcher lentement jusqu'à sa voiture. Cette image de mon frère, tout petit de loin, s'éloignant au milieu des matériaux de construction, est l'une de celles qui me font le plus mal, encore aujourd'hui. Parce qu'on peut s'arracher l'amour pour une femme infidèle, avec douleur, mais on peut se l'arracher. On ne peut pas s'arracher l'amour pour un frère. Il reste à l'intérieur, brisé, faisant du bruit pour toujours. J'ai consacré le mercredi et le jeudi à ce que Gaspard appelait la clôture. J'ai signé la demande de divorce pour faute prouvée, qui serait prête à être déposée le lundi suivant. Nous avons passé en revue le dossier principal, les captures d'écran, classées par date, la transcription des appels de Ronaldo demandant mon silence, les messages sur le plan financier, tout était numéroté, tout était propre. Et nous avons revu le deuxième dossier, celui d'Eddie, avec sa copie de toutes ma lettres. Quand as-tu l'intention de le lui donner, a demandé Gaspard. Au moment exact, ai-je répondu. Ni avant, ni après. Le vendredi soir, la veille, la dernière chose qui devait arriver est arrivée. Lucia a frappé à la porte de ma chambre, est entrée sans attendre de réponse, et s'est assise sur le bord du lit qui était autrefois le nôtre, les mains jointes comme pour prier. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai continué à plier les vêtements que j'allais porter le lendemain. Mon meilleur costume, le bleu foncé, celui-là même que j'avais porté au mariage de Ronaldo et d'Eddie. Le choix n'était pas fortuit, et je crois qu'elle a compris, car lorsqu'elle a vu le costume pendu, elle a fermé les yeux. Demain, tu vas détruire cette famille, a-t-elle dit d'une voix basse. Non, ai-je répondu, en glissant les boutons de manchette dans la poche d'une veste. Vous deux avez détruit la famille, il y a 8 mois, dans un motel d'autoroute avec un parking discret. Demain, je vais juste allumer la lumière. Ce n'est pas de ma faute ce qui s'y trouvera, quand la lumière s'allumera. Ta mère ne mérite pas ça. Ma mère ne mérite rien de tout ça. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais c'est drôle. De nous trois, dans cette histoire, je suis le seul qui n'a rien choisi. Tu as choisi. Ronaldo a choisi. 80 jeudis, ils ont choisi. J'ai seulement choisi de ne pas être le seul, à cette table. À ne pas savoir ce qu'il mange. Lucia a levé le visage, et m'a regardé avec des yeux gonflés. Et l'espace d'un instant, j'ai revu la femme dont je suis tombé amoureux, il y a 16 ans.
celle avec la tête rejetée en arrière pour rire, à ce mariage. À quel moment t'avons-nous perdu, Octavio, a-t-elle demandé. Et je lui ai répondu avec la seule vérité qui me restait. Je ne sais pas, Lucia. Mais je connais l'heure exacte à laquelle je t'ai perdu, toi aussi. À 9h14, un samedi matin. Le reste, tu l'as perdu toute seule, bien avant. Elle s'est levée, a marché vers la porte, et avant de sortir, a prononcé la dernière phrase qu'elle m'ait dite en tant qu'épouse, à l'intérieur de cette maison. Au cas où je ne pourrais pas te le dire demain. Tu as été le meilleur homme que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'était toujours ça, le problème. Tu étais si bon, que tu as cessé d'être un mystère. Elle a fermé la porte, et je me suis assis sur mon lit, cette phrase tournant dans mon esprit, comprenant qu'il y a des personnes capables de transformer même la gentillesse de quelqu'un en défaut, juste pour éviter de regarder leur propre culpabilité. Le samedi s'est levé, clair. Je me suis réveillé à 6 heures, sans réveil. J'ai couru 5 kilomètres. Je me suis douché. Je me suis rasé, calmement. À 11 heures, nous avons récupéré le gâteau à 3 étages, vanille et confiture de lait. Lucia s'était habillée en vert. Elle portait plus de maquillage que d'habitude, et dans la voiture, nous n'avons pas échangé un seul mot pendant les 40 minutes de trajet. Le gâteau était sur le siège arrière, à côté d'une boîte enveloppée de papier doré, avec un nœud parfait. Mon cadeau, celui que j'avais emballé 6 nuits plus tôt, sur la table de la salle à manger. La maison de ma mère était telle qu'elle l'était chaque année, pour son anniversaire. La porte ouverte, de la musique douce, l'odeur du ragoût venant de la cuisine, les cousins criant dans la cour. Antonia est sortie pour nous accueillir, dans sa nouvelle robe, et à bras ouverts. Et quand elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit à l'oreille, « Je suis tellement heureuse. Mon fils aîné est arrivé. Maintenant, la fête est complète. » Derrière elle, au fond du salon, j'ai vu Ronaldo se lever très lentement de sa chaise, pâle, le regard fixé sur une boîte dorée que je portais sous le bras. Et à côté de lui, versant du jus pour mon neveu, ne se doutant absolument de rien, il y avait Eddie. 22 personnes, une longue table, un gâteau à 3 étages. La fête venait de commencer. Il y a une image de cet après-midi-là, qui est restée gravée dans ma mémoire pour toujours. Ma mère soufflant les 70 bougies de son gâteau, entourée de toute sa famille, riant parce que les bougies étaient du genre à se rallumer toutes seules. Tandis qu'à 3 chaises de là, son fils cadet transpirait à grosses gouttes, fixant une boîte dorée posée sur la table des cadeaux, parce que c'est la première chose que j'ai faite en arrivant. J'ai posé mon cadeau avec les autres, à la vue de tous, et je n'ai rien dit. Et pendant 4 heures, cette boîte a fait le travail à ma place. Ronaldo n'a pas pu la quitter des yeux de tout l'après-midi. Je l'ai vu l'observer depuis la cour, depuis la cuisine, depuis le bout de la table des enfants. 2 fois, il s'est approché de moi, une assiette à la main, feignant le naturel devant les oncles. « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Octavio ?» Et les 2 fois, j'ai répondu la même chose, avec un sourire calme, un cadeau pour la famille. Tu verras. Lucia, de l'autre côté de la table, a à peine touché à sa nourriture. Son maquillage coulait sur ses tempes, à cause de la sueur, et je l'ai vu se lever pour aller aux toilettes à 3 reprises. Les coupables n'ont pas besoin d'accusateurs. Ils se torturent eux-mêmes avec leur propre imagination. Le repas s'est déroulé comme tous les repas de ma famille. Les oncles se disputant à propos de football. Tante Consuelo répétant la même vieille histoire. Les cousins portant des toasts. Ma mère, heureuse en bout de table. Nous regardant tous, comme quelqu'un qui compte des pièces d'or. À un moment donné, Eddie s'est assise à côté de moi avec son assiette de gâteau, et a dit à voix basse, « J'ai parlé avec Ronaldo, comme tu l'as dit. Il a juré que ce n'était rien, que c'était le stress du travail. » Elle a fait une pause, et a croisé mon regard. Mais il va plus mal que jamais. Regarde-le aujourd'hui. On dirait qu'il a vu un fantôme. Eddie, ai-je répondu, en mesurant chaque mot. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur le parking du supermarché? Que ma porte serait toujours ouverte pour toi et les enfants? C'est toujours valable aujourd'hui, demain, et pour toujours. N'oublie pas ça, dans les heures qui viennent. Elle m'a regardé, avec ce regard d'infirmière qui reconnaît les symptômes avant le diagnostic, et n'a plus posé de questions. Les femmes comme Eddie ne posent pas de questions, quand elles sentent que la réponse viendra d'elles-mêmes. Le moment des cadeaux est arrivé. Dans ma famille, c'est un rituel.
Ma mère dans son fauteuil, les cadeaux, un par un, tout le monde réuni autour, les applaudissements, les photos. Ils ont ouvert celui des oncles, un châle, celui des cousins, un album photo. Celui d'Eddie et Ronaldo, un service de vaisselle qu'Eddie avait choisi des mois à l'avance. Ma mère a remercié chacun avec des bisous, et puis, il n'est resté que la boîte dorée. Et cette beauté, a demandé ma mère en la soulevant, elle est légère. À qui est-ce? À moi, maman, ai-je dit, et je me suis levé. Mais avant que tu ne l'ouvres, je veux dire quelques mots. La salle à manger est devenue silencieuse. 22 personnes, des verres à moitié pleins, des enfants jetant des coups d'œil depuis le couloir. Ronaldo s'est agrippé au dossier de sa chaise. Lucia a baissé les yeux sur la nappe. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé face cachée sur la table, et j'ai parlé avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver en moi. Maman, 70 ans. Tu as élevé Ronaldo et moi toute seule. Tu as travaillé la nuit, et tu ne nous as appris qu'une seule règle. Tu l'as tellement répété que nous en avons rêvé. Dans cette maison, on peut manquer de tout, sauf de vérité. Tu t'en souviens. Ma mère a souri, émue, sans se douter de rien. Je m'en souviens, mon fils. On peut manquer de pain, mais pas de vérité. On peut manquer de pain, mais pas de vérité, ai-je répété. C'est pourquoi mon cadeau, cette année, est différent. Ce n'est pas un objet. À l'intérieur de cette boîte, il y a la chose la plus chère que j'ai jamais achetée de ma vie. Elle m'a coûté 16 ans de mariage, un frère, et une maison au bord de la mer où je rêvais de vieillir. Ouvre-la, maman. Le silence, dans cette salle à manger, est devenu physique, quelque chose que l'on pouvait toucher. Ma mère, avec ses mains désormais tremblantes, a défait le nœud, a soulevé le couvercle, et a sorti la seule chose à l'intérieur, une enveloppe blanche scellée, avec un seul mot écrit dessus. Vérité. Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré, en me regardant. Qu'est-ce que c'est, Octavio? Et à cet instant précis, comme je savais qu'il le ferait, Ronaldo a craqué. Maman, ne l'ouvre pas. Sa voix est sortie brisée, trop forte, et toutes les têtes se sont tournées vers lui. Ne l'ouvre pas, s'il te plaît. Octavio, je t'en supplie. Pas ici. Pas comme ça. Ma mère a regardé son fils cadet, pâle et tremblant, puis m'a regardé, moi, debout et calme, et quelque chose d'une vieille mère sage s'est allumé sur son visage. On n'a pas 70 ans pour rien. Pourquoi ne puis-je pas ouvrir une enveloppe à ma propre table, Ronaldo, a-t-elle demandé lentement. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe que tu sais déjà, et que je ne sais pas? Maman. La voix de Ronaldo s'est dissoute. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, mon fils, a-t-elle insisté, en me regardant maintenant. La réponse à une question, maman, ai-je dit. Une question que tu te poses depuis des mois, sans la formuler à voix haute. Tu me l'as dit au téléphone. Que la seule chose que tu demandes à Dieu, c'est que tes deux fils restent toujours proches. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve la raison pour laquelle ce ne sera plus possible. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ce sont eux. Ils l'ont fait. Ma mère a froncé les sourcils. Qui? Et puis, au milieu de ce silence de marbre, la voix d'Eddie s'est fait entendre. Calme, elle aussi. Calme. Ce calme terrible des personnes intelligentes, quand toutes les pièces s'emboîtent soudainement. Les jeudis, a-t-elle dit. Juste ces deux mots. Tout le monde l'a regardé. Eddie se tenait près de la fenêtre, très droite, les yeux fixés sur son mari. Les jeudis où tu rentrais tard. Le même jour où Lucia avait yoga. Tu me l'as dit toi-même, Lucia, à Noël, dans cette même maison, les jeudis sont sacrés, c'est mon jour de yoga. Et toi, Ronaldo, le jeudi, tu avais une réunion de clôture. Elle a lâché un petit rire court et sans joie, qui m'a glacé le sang. Réunion de clôture. 8 mois de réunion de clôture, et moi qui te gardais ton dîner. Eddie. Ronaldo a fait un pas vers elle. Ne t'approche pas de moi. Elle n'a pas crié. Elle l'a dit doucement, et c'était pire qu'un cri. Pas un pas de plus. La salle à manger a éclaté en murmures. Tante Consuelo a couvert sa bouche. L'un des oncles s'est levé, sans savoir pourquoi. Les cousins ont emmené les enfants dans la cour, sous un prétexte quelconque. Lucia pleurait silencieusement, c'était un désastre, son maquillage étalé, n'essayant même plus de se défendre.
Et ma mère était toujours assise dans son fauteuil d'anniversaire, avec l'enveloppe entre les mains, regardant son fils cadet avec une expression que je ne lui avais pas vue, même aux funérailles de mon père. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », a-t-elle dit à Ronaldo. « Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Mon frère a essayé de soutenir son regard. Il a vraiment essayé, et il n'a pas pu. Il a baissé la tête, et ce geste, cette tête baissée d'un enfant découvert, a été la confession la plus complète jamais donnée dans l'histoire de ma famille. Personne n'a eu besoin d'ouvrir l'enveloppe. Comme Gaspard me l'avait dit un jour, une vérité bien acculée se confesse d'elle-même. Ma mère a porté la main à sa poitrine, a fermé les yeux un instant, et quand elle les a ouverts, elle a fait une chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle s'est levée de son fauteuil, lentement, avec toute la dignité de ses 70 ans fraîchement accomplis, a marché jusqu'à Lucia, et s'est arrêtée devant elle. « Pendant 16 ans, je t'ai assise à ma table, a-t-elle dit. Je t'ai défendu quand ma propre sœur me disait que tu étais froide. Je t'ai donné la bague de ma mère. » Elle a tendu sa main ouverte. La bague. Lucia, le souffle court, Lucia, tremblante, a retiré la bague ancienne de la grand-mère de son doigt, et l'a placée dans la paume de ma mère. Ce petit cercle d'or, passant d'une main à l'autre, a fait plus de bruit que tous les cris qui n'ont pas été poussés cet après-midi-là. Puis, ma mère s'est tournée vers Ronaldo, et là, sa voix s'est brisée. Parce qu'une belle fille, c'est une chose, mais le sang en est une autre. Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé, en cousant la nuit. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Elle a pris une grande inspiration, s'est redressée, et a prononcé la phrase qu'aucune des personnes présentes n'oubliera jamais. Dans cette maison, on peut manquer de pain, but pas de vérité. Et aujourd'hui, je me rends compte que, pendant 8 mois, j'ai nourri à ma table 2 personnes qui m'ont pris les 2. Ronaldo pleurait. Lucia cherchait aveuglément son sac à main. Eddie rassemblait les enfants dans la cour, avec une force d'âme qui me brisait le cœur. Et je me suis approché d'elle, au milieu de cet effondrement, et je lui ai tendu le 2e dossier, celui qui m'avait tenu éveillé pendant 4 nuits, avec sa lettre à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Tout ce dont tu vas avoir besoin » ai-je répondu. « Des preuves, des dates, et un avocat qui connaît déjà l'affaire, et qui ne te fera pas payer. Je te l'ai dit 2 fois, et je vais le répéter. Ma porte est toujours ouverte pour toi et les enfants. » Eddie a serré le dossier contre sa poitrine, a regardé une dernière fois son mari, et a quitté la maison, avec ses enfants par la main, sans dire au revoir à personne. La fête du 70e anniversaire de ma mère s'est terminée à 18h15, avec un gâteau à 3 étages à moitié mangé, et une enveloppe blanche que personne n'avait plus besoin d'ouvrir. Mais ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, quand le silence de cette table s'est transformé en conséquence, c'est ce qui m'a appris que la vérité ne termine pas les histoires. Elle les commence. On dit que les explosions font du bruit, mais que les effondrements sont silencieux. Je l'ai prouvé. La semaine après l'anniversaire de ma mère, le lundi matin, Gaspard a déposé la demande de divorce pour faute prouvée. Il m'a appelé à midi. C'est fait, Octavio. C'est dans le système. Maintenant, la partie ennuyeuse de la justice commence, qui est aussi la partie la plus sûre, la paperasse. Et il avait raison. Parce que pendant ce temps, la partie humaine de l'effondrement continuait de tomber, pièce par pièce, et aucun papier ne pouvait me protéger de ça. Lucia a pris ses affaires dans la maison ce mardi-là, pendant que j'étais sur le chantier. Cela avait été convenu par l'intermédiaire de Gaspard. Pas de rencontre, pas de scène. Quand je suis rentré le soir, j'ai trouvé une maison avec ces vides étranges qu'une personne laisse derrière elle. Le placard à moitié vide, les étagères dénudées de la salle de bain, l'absence de son doux parfum dans l'air. Ce parfum dont je savais maintenant d'où il venait, et pour qui il était. Sur la table de la salle à manger, elle a laissé les clés, et une lettre de 4 pages que je ne transcrirai pas en entier. Je ne partagerai que la dernière ligne, parce que c'était la seule qui était honnête. Je sais que tu vas gagner au tribunal. Tu as déjà gagné dans la vie. Je l'ai su quand j'ai vu que, même dans ton pire moment, tu n'étais pas comme nous. Je n'ai pas ressenti de victoire en lisant ça. J'ai ressenti de la pitié, une pitié profonde et fatiguée, le genre qui pèse sur vos épaules. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans le dossier de Gaspard, parce que même le repentir, m'avait-il appris, a une valeur probante, et je suis allé dormir dans une chambre d'amis. Je n'ai plus jamais dormi dans le grand lit,
tant que j'ai vécu dans cette maison. Ronaldo, quant à lui, vivait son propre tremblement de terre. Edith a agi avec la précision de quelqu'un qui a passé des années à prendre des décisions difficiles dans un hôpital. En l'espace d'une semaine, elle avait un avocat, celui que j'avais recommandé par l'intermédiaire de Gaspard. Elle avait sécurisé les comptes des enfants, et avait donné un délai à mon frère pour quitter l'appartement. Il n'y a pas eu de cris, m'a-t-on dit. Il y a eu des listes. Et pour un homme qui a construit sa trahison sur des plans et des calendriers, il n'y a pas de châtiment plus exact qu'une femme organisée. Il est parti vivre dans une chambre louée, près de son bureau. Ma mère ne lui a pas ouvert la porte, quand il a essayé de lui rendre visite. Je le sais parce qu'elle me l'a dit elle-même, un dimanche, pendant que je réparais la fuite de la cuisine qui était en attente depuis des mois. Il est venu jeudi, a-t-elle dit, sans s'arrêter d'éplucher les pommes de terre. Il a frappé pendant 20 minutes. J'étais assise juste ici, à l'écouter frapper. Et ma main ne tremble pas quand je te le dis, je n'ai pas ouvert. Elle a fait une pause, a mis les pommes de terre dans la marmite, et a ajouté plus doucement, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, mais d'abord, de lui apprendre ce que c'est que de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas. J'ai frappé à la porte d'une vérité que vous me cachiez tous. Pendant 8 mois. Vous tous, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec ses yeux de mère qui voit tout. Tu savais, 18 jours avant, Octavio. Pendant 18 jours, tu m'as laissé m'enthousiasmer pour ma fête, sachant ce que tu savais. Et là, dans cette cuisine, j'ai reçu le seul reproche qui m'a vraiment blessé dans toute cette histoire, parce qu'il venait de la seule personne complètement innocente. Je me suis excusé. J'ai expliqué mes raisons, les preuves, les avocats, la peur que tout soit déformé. Elle a écouté, a hoché la tête lentement, et m'a dit quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. Comprends, mon fils. Tu as rendu la justice, et tu l'as bien fait. Je te demande juste d'apprendre une chose, que j'ai apprise en enterrant ton père. La vérité a une date d'expiration. Si on la garde trop longtemps, elle empoisonne même celui qui la garde pour de bonnes raisons. Elle avait raison. Parce que ces 18 jours de mise en scène m'avaient laissé des marques qu'il m'a fallu des mois pour reconnaître. Je ne pouvais pas entendre un téléphone portable vibrer sans que mon estomac ne se noue. Je vérifiais 2 fois les serrures. Je dormais avec le carnet à côté de mon lit. La méfiance, c'est comme la poussière des chantiers. Vous pensez l'avoir secouée quand vous partez, mais elle s'infiltre dans vos vêtements, vos poumons, partout. À la fin de ce mois-là, est arrivée l'audience de conciliation, qui est une procédure où la loi demande, une dernière fois, s'il y a quelque chose à sauver. Lucia est arrivée avec un jeune avocat, qui avait préparé un discours sur la répartition équitable des biens matrimoniaux, et les contributions de sa cliente au ménage. J'ai reconnu les mots immédiatement. C'étaient les mêmes, presque mot pour mot, que les messages de Ronaldo. Le plan du 1 an maximum, sortant maintenant de la bouche d'un avocat avec une cravate brillante. Gaspard l'a laissé parler pendant 5 bonnes minutes. Puis, il a ouvert son dossier avec le calme d'un vieux chirurgien, et a placé sur la table, une par une, les pages numérotées, les captures d'écran avec les dates, les détails du motel de l'autoroute, les messages concernant mes 180 000 euros. La stratégie des reçus pour les contributions au foyer, écrite 8 mois plus tôt par l'amant de sa cliente. Et le joyau de la couronne, Octavio fait partie de ceux qui préfèrent perdre de l'argent plutôt que de faire un scandale. Le jeune avocat a perdu ses couleurs à chaque page, exactement comme Ronaldo avait perdu les siennes à ma porte, ce matin-là. Il a demandé une suspension de séance, a parlé avec Lucia dans le couloir, et quand ils sont revenus, le mot équitable avait disparu de son vocabulaire. L'accord final a été signé des semaines plus tard, et c'était celui que Gaspard avait prévu depuis le premier jour. La maison a été vendue, et de cette vente, Lucia a reçu sa part légale, pas un centime de plus. Car face à la préméditation documentée, son avocat n'a même pas voulu s'approcher d'un procès. Mes économies, les 180 000 euros issus de mon travail, sont restés intacts et reconnus comme mon propre bien, documentés centime par centime. Le compte commun de 38 000 euros a été divisé en 2, comme la loi l'exige, et je ne me suis pas battu pour cette moitié. Il y a de l'argent qui coûte trop cher à garder. Le jour de la signature, Lucia m'a attendu à la sortie du bâtiment. Elle était plus mince, sans la bague de ma grand-mère, avec les cheveux relevés comme le jour où je l'ai rencontrée. « Puis-je te dire une dernière chose ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ronaldo et moi avons rompu.
Nous avons rompu la nuit même de l'anniversaire de ta mère. 8 mois à tout détruire, et nous n'avons pas survécu à une seule nuit où la vérité était connue. Elle a laissé échapper un rire triste, en regardant la rue. Il s'avère que notre histoire ne fonctionnait que dans le noir. Nous étions des complices, Octavio. Nous n'avons jamais été un couple. Nous nous en sommes rendus compte trop tard. Et tu me dis ça, pourquoi, ai-je demandé, sans cruauté, avec une curiosité sincère. Pour que tu saches que tu n'as pas perdu face à un grand amour. Nous avons tous perdu face à un mensonge. C'est la seule chose que je peux t'offrir, maintenant. Le bilan complet du désastre. Je l'ai regardé descendre la rue, et je suis resté sur ce trottoir, comprenant la dernière leçon de mon divorce. Les traîtres ne parviennent même pas à garder ce qu'ils ont trahi pour obtenir. Un mensonge est un partenaire qui récolte tout, et ne partage rien. Et Ronaldo a signé son propre divorce, 2 mois plus tard. Eddie a obtenu la garde des enfants, l'appartement, et une sérénité qui le hantait plus que n'importe quelle sentence. J'ai entendu dire qu'il avait commencé une thérapie. J'ai entendu dire qu'il envoyait des fleurs à ma mère chaque semaine, qu'elle recevait, et plaçait sur la tombe de mon père, sans le lui dire. Et j'ai entendu par tante Consuelo que, dans sa chambre louée, il n'avait qu'une seule photo, celle de nous, enfants sur un vélo, lui s'accrochant à ma main. Un jeudi soir, des mois plus tard, j'ai reçu un message de lui. Un nouveau numéro, aucun nom enregistré, exactement comme ce premier message qui avait tout déclenché. Mais celui-ci disait autre chose. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser un jour te demander pardon en personne. Même si ce n'est qu'une fois, même si tu dis non. Tu étais la personne que j'admirais le plus au monde. Tu le es toujours. Pardon. Voilà, c'est fait. Il m'a fallu toute une vie pour le dire. J'ai lu ce message 3 fois, tout comme j'avais lu 7 autres messages, celui sur le parfum, un samedi matin à 9h14. Et j'ai découvert que mes mains ne tremblaient plus, que mon estomac ne se nouait plus, que je pouvais lire les mots de mon frère et ressentir de la douleur, sans ressentir de haine. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là. Je ne savais pas encore quel genre de porte c'était. Si c'était une porte qui s'ouvrait, une porte qui se fermait pour toujours, ou un troisième type de porte, que je ne connaissais pas encore. Mais en éteignant la lumière, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, la décision m'appartenait entièrement. Sans les plans de personne d'autre pour ma vie, sans calendrier secret, sans personne qui comptait sur ma gentillesse comme on compte sur un bout de terrain. Ce que j'ai décidé de faire avec ce message, et ce que j'ai trouvé quand j'ai enfin osé y répondre, c'est la dernière partie de cette histoire. Et c'est la partie qui m'a appris que la justice répare ce qui peut être signé, mais que seul le temps décide quoi faire de ce qui ne tient pas sur des papiers. Il m'a fallu 4 mois pour répondre au message de mon frère. Et ce n'était pas pour le punir. C'était parce que j'avais compris que certaines réponses, si elles sont données trop tôt, sont des mensonges, même si on pense qu'elles sont vraies. Au cours de ces 4 mois, ma vie s'est installée dans sa nouvelle forme, comme le fait l'eau quand elle change de récipient. La maison a été vendue à un jeune couple qui attendait son premier enfant. Le jour de la remise des clés, j'ai traversé les pièces vides une dernière fois, et j'ai découvert une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ça ne faisait pas mal. Les maisons gardent des histoires, mais elles ne sont pas les histoires. J'ai pris mes outils, mes livres, le carnet de ces nuits-là, et j'ai fermé la porte sans regarder en arrière. Avec ma part de la vente, et mes économies intactes, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je n'ai pas acheté la maison au bord de la mer. C'était le rêve d'un mariage qui n'existait plus. Et hériter des rêves d'une personne morte, c'est une façon de ne jamais les enterrer. À la place, j'ai acheté un terrain en banlieue, avec de vieux arbres et une vue dégagée, et j'ai commencé à construire ma propre maison, avec ses mains. Lentement, le dimanche, sans me presser. Un ingénieur qui avait passé 20 ans à construire pour les autres, construisant enfin quelque chose pour lui-même. Ma thérapie a coûté exactement le prix du ciment. Et c'est là, sur ce terrain, que Francisca est réapparue. Je veux être très honnête dans cette partie, car j'ai du respect pour vous, et pour la vérité de cette histoire. Ce n'est pas une romance. Francisca était une amie à moi et à Gaspard, depuis le lycée. Architecte, veuve depuis 6 ans. C'est Gaspard qui lui a parlé de ma construction, et elle s'est présentée un dimanche, avec des plans sous le bras, et une critique féroce sur l'orientation de mes fenêtres. Tu vas avoir le soleil en plein visage, tous les matins,
a-t-elle dit. Certaines personnes paient pour ça, ai-je répondu. Certaines personnes n'ont jamais pris leur petit déjeuner avec le soleil dans les yeux, a-t-elle rétorqué, et elle est restée pour m'aider. Depuis lors, elle vient presque chaque dimanche. Nous nous disputons à propos des poutres, des fenêtres, de la vie. Elle m'a appris qu'il ne faut pas bousculer les murs, et je lui ai appris comment faire du café, comme le faisait mon père. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas encore de nom, et je n'en cherche pas. À mon âge, après ce que j'ai traversé, j'ai appris que les bonnes choses n'ont pas besoin d'un nom pour être vraies. Elles ont besoin de temps. Et du temps, c'est exactement ce que j'ai en abondance, maintenant, car plus personne ne me le vole. Ma mère vient une fois par mois, pour inspecter la construction avec sa nouvelle canne, et ses opinions habituelles. La blessure de l'anniversaire s'est cicatrisée de travers, comme le font les blessures à 70 ans. Elle est fermée, mais quand le temps change, elle fait mal. Un dimanche, en regardant Francisca se disputer avec moi à propos de l'escalier, elle a dit doucement, « Cette femme te contredit surtout. » Je sais, maman. Tant mieux. L'autre était d'accord avec toi sur tout, et on a vu comment ça a fini. Et elle a continué à boire son café, comme si elle n'avait rien dit, avec cette sagesse des vieilles mères qui tient tout entière dans des phrases de 10 mots. Eddie et les enfants sont des présences fixes. Mes neveux ont une chambre attribuée dans les plans de la nouvelle maison. Ils l'ont exigé eux-mêmes, avec le droit d'en choisir la couleur. Eddie a reconstruit sa vie avec une tranquillité admirable. Elle a été promue à l'hôpital, et il y a un collègue médecin qui lui fait la cour, avec la patience d'un homme bon. Un dimanche, elle m'a dit, pendant que les enfants grimpaient aux arbres sur le terrain, « Sais-tu quelle est la seule chose dont je sois reconnaissante dans tout ça ? Que la vérité me soit parvenue de ta main. Et non par des ragots. Tu m'as donné la dignité de savoir avant que le quartier ne le sache. Ça n'a pas de prix, Octavio. » Et j'ai repensé à cet après-midi au supermarché, où j'étais sur le point de lui dire, entre les sacs et les enfants, et j'ai rendu grâce silencieusement d'avoir attendu. Et Lucia. Je l'ai revue une fois de plus, de loin, dans une pharmacie. Elle va bien, pour autant que je sache. Elle travaille, elle vit avec sa sœur. Je n'ai pas ressenti de ressentiment en la voyant, et je n'ai pas ressenti de nostalgie non plus. J'ai ressenti ce que l'on ressent quand on passe devant une maison où l'on a vécu, il y a longtemps. La certitude tranquille que les clés ne sont plus à vous, et que c'est très bien ainsi. Et ainsi, nous en arrivons à Ronaldo. J'ai répondu un jeudi, précisément un jeudi, parce que même les jours de la semaine ont besoin d'être réclamés. J'ai écrit, je suis sur mon terrain, dimanche à partir de 8 heures. Apporte des bottes. Il y a du travail. Il est arrivé à 8h10, est sorti de la voiture avec des bottes neuves, achetées pour l'occasion, et s'est tenu à l'entrée du terrain, n'osant pas traverser. Tout comme ce matin-là à ma porte, mais cette fois sans fleurs et sans mensonges, les mains vides, et avec toute la vérité. Nous nous sommes regardés pendant un long moment, et j'ai pointé du doigt la pile de planches, en disant la seule chose qui me soit venue à l'esprit de dire à mon frère, après tout ça. Ces poutres ne vont pas se porter toutes seules. Prends l'autre bout. Et nous avons travaillé pendant 4 heures, presque sans parler, portant du bois, mesurant, clouant, parce qu'il y a des conversations que 2 frères ne peuvent pas avoir avec leur bouche, mais qu'ils peuvent commencer à avoir avec leurs mains. À midi, assis sur les sacs de ciment en sueur, il s'est excusé, avec des mots complets, en me regardant dans les yeux, sans chercher d'excuses, sans rejeter la faute. Il a pleuré comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles de notre père. Et je l'ai écouté jusqu'à la fin, et je lui ai dit la vérité. Je te pardonne, Ronaldo. Mais comprends bien ce que je te donne, car ce n'est pas ce que tu penses. Le pardon n'est pas la clé de la nouvelle maison. C'est juste la décision de ne pas porter ta culpabilité moi-même. Ce qui est cassé est cassé. Si jamais nous redevenons de vrais frères, ce ne sera pas parce que je t'ai pardonné. Ce sera parce que tu seras, jour après jour, année après année, devenu quelqu'un à qui l'on peut à nouveau faire confiance. Et cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de toi, et d'un maçon qui ne fait jamais défaut, le temps. Il a hoché la tête, s'est essuyé le visage avec sa manche, et a demandé s'il pouvait venir le dimanche suivant. Je lui ai dit que celui qui veut construire se lève tôt. Il vient depuis lors, presque chaque dimanche. Ce n'est pas ce que nous étions. Peut-être que ça ne le sera jamais. Mais l'autre jour, je l'ai vu apprendre à mon neveu à marteler, et à clouer droit,
avec la même patience avec laquelle je lui avais appris à faire du vélo. Et j'ai compris que les familles ne se reconstruisent pas. Elles se refondent, sur de nouveaux plans, avec les fissures bien en vue, pour que l'on n'oublie jamais où la structure a cédé. La maison sera prête pour Noël prochain. Ma mère a déjà annoncé que le dîner se tiendrait là-bas, pour inaugurer la table avec la vérité, a-t-elle dit. Et je pense parfois à cet Octavio qui, un samedi matin, tenait une tasse de café devant une fenêtre, croyant qu'il avait tout compris à la vie, sans savoir qu'un message était sur le point de couper son existence en deux. Et j'aimerais pouvoir lui dire quelque chose. Lui dire, tu vas souffrir, comme tu ne peux pas l'imaginer. Tu vas perdre ta femme, ton frère, ta maison, et même tes souvenirs. Mais écoute bien, tu ne vas pas te perdre, toi-même. Tu vas découvrir que le calme qu'il prenait pour de la faiblesse, était en fait une fondation. Qu'un homme bon n'est pas quelqu'un qui ne sait pas se défendre. C'est quelqu'un qui se défend, sans devenir comme ceux qui l'ont blessé. Parce que ça, à la fin, ça a été ma seule vraie victoire. Ce ne sont pas les papiers du divorce, ni les 180 000 € protégés, ni d'avoir eu raison devant toute la famille. Ma victoire a été de sortir de cette guerre, sans jamais être devenu comme eux. J'ai répondu à un mensonge par une vérité. J'ai répondu à 8 mois de trahison par 18 jours de patience. J'ai répondu à un plan pour tout me prendre par la seule stratégie qui n'échoue jamais, ne pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Si je dois vous laisser quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. Quand la vie met une trahison sur votre route, ne vous précipitez pas. La douleur crie, mais la dignité murmure, et vous devez faire silence pour l'entendre. Ne répondez pas le premier jour. Ne décidez pas avec des mains tremblantes. La vérité est patiente, car elle sait qu'elle gagne toujours. Et vous devez apprendre à être patient, comme elle. Celui qui vous a trahi a déjà perdu, dès l'instant où il a menti. La seule chose que vous pouvez perdre après cela, c'est vous-même. Ne les laissez pas faire. Et encore une chose, la dernière. La gentillesse n'est pas de la naïveté. La gentillesse, avec de la mémoire, avec des limites, et avec de la dignité, est la force la plus sous-estimée au monde. Ils ont compté sur ma gentillesse, comme on compte sur un bout de terrain tranquille. Ils ont oublié un détail. Je suis ingénieur, et il n'y a personne de plus dangereux qu'un homme bon, qui sait exactement quel poids chaque poutre peut supporter.